Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Vous l'avez vu avec le titre, dans cette vidéo, on va parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine et qui concerne le restaking, qui concerne évidemment EigenLayer, mais qui concerne surtout un protocole qui gravite autour de cet écosystème, le protocole Renzo. Alors en effet, cette semaine, il s'est passé un événement assez inattendu. Un événement qui a entraîné plusieurs dizaines de millions de dollars de liquidation, qui a laissé aussi des milliers d'investisseurs sur le carreau et qui a surtout fait ressurgir toutes les craintes au sujet des risques associés au restaking pour l'écosystème d'Ethereum. Cet événement, concrètement, il a été décrit par certains comme la première secousse qui pourrait annoncer un tremblement de terre dévastateur pour l'écosystème d'Ethereum et qui serait justement engendré par ce fameux restaking et par EigenLayer. Et vous le savez, moi ce que j'aime bien faire avec ces vidéos sur Cryptost, c'est de vous proposer une analyse froide et raisonnée sur les événements. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé avec le protocole Renzo, comment est-ce que c'est arrivé, pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ensuite, on va voir ensemble si oui ou non il faut remettre en cause EigenLayer et le restaking dans cette affaire. Et puis enfin, comme d'habitude, on va aussi essayer de tirer des conclusions de cet événement pour nous en tant qu'investisseurs. C'est toujours important de le faire, d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour évoluer à l'avenir. Et avant toute chose, on va parler du restaking, ça vous l'avez compris. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous inviter, avant de regarder cette vidéo, à aller consulter celle qu'on a publiée il y a quelques semaines sur Cryptost et qui vous fait un point complet sur EigenLayer et sur le restaking. Et c'est indispensable de l'avoir vu pour comprendre tout ce que je vais vous raconter. Donc allez-y, le lien est au coin de l'écran, je pense. Et pour ceux qui sont encore là, on va quand même se faire une petite piqûre de rappel. C'est toujours important de le faire. Le restaking, c'est une notion qui a été introduite par le protocole EigenLayer et dont l'ambition, c'est de permettre d'étendre la sécurité économique d'Ethereum à tout son écosystème. D'accord ? La sécurité économique d'Ethereum, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des Ethers qui vont être bloqués en staking dans la blockchain Ethereum par tous les utilisateurs et qui vont donc contribuer à sa sécurité. Sauf que voilà, Ethereum pour exister, il a besoin aussi de tout un tas d'autres protocoles, des bridges, des oracles, des layers 2, des applications décentralisées. Et celles-ci, parfois, elles ont aussi besoin d'avoir accès à des utilisateurs qui sont prêts à staker des crypto-monnaies dessus. Sauf que pour ne pas diviser les utilisateurs entre Ethereum et le reste, EigenLayer propose de prendre les ETH que vous avez placés sur Ethereum en staking et de les restaker dans les autres protocoles de l'écosystème d'Ethereum qui en ont besoin. Et l'intérêt, il est double, parce que pour les protocoles, ils vont accéder à la sécurité économique d'Ethereum, comme on le disait, et pour les utilisateurs, ils vont générer un rendement qui est un petit peu plus intéressant. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Alors évidemment, EigenLayer apporte son lot de risques, et on en a parlé dans la précédente vidéo, et c'est justement la raison pour laquelle l'événement qui a eu lieu et que je vous ai expliqué, ça fait ressurgir ces risques-là. On a un peu le sentiment qu'EigenLayer pourrait être un immense château de cartes qui bénéficierait éventuellement à l'écosystème d'Ethereum, ça c'est un fait, mais qui, si l'une des cartes venait à s'effondrer, ça pourrait faire s'effondrer l'ensemble du château de cartes. Et là, on parle vraiment de l'écosystème d'Ethereum en lui-même. Bref, je me suis un petit peu égaré, reprenons notre vidéo et notre explication sur ce que c'est que le restaking, et je voulais vous faire une comparaison avec le staking. Tout comme le staking a apporté le liquid staking, le restaking a apporté le liquid restaking et le protocole dont on parle, Renzo Finance, fait partie de cette catégorie-là. Bon, vous avez peut-être absolument rien compris à ce que je viens de vous expliquer, mais je vais clarifier. Le staking de crypto, c'est par exemple pour Ethereum, déposer des Ethers dans la blockchain, les bloquer et contribuer à son fonctionnement et gagner un rendement. Problème, je viens de le dire, ils sont bloqués. Et donc, on a créé le liquid staking, c'est-à-dire des protocoles comme Lido Finance qui proposent de déposer des ETH en staking, mais de vous donner en récompense un token miroir, donc le STETH pour Lido Finance, qui signifie que vous avez bien déposé votre ETH, mais que vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres protocoles de DeFi. Donc à la fois vous participez au staking, mais en même temps vous pouvez aller les déposer sur Aave ou sur Morpho pour faire des rendements, etc. Le restaking c'est pareil, quand vous allez déposer des ETH sur EigenLayer, ils vont être bloqués. Certes, ils vont vous rapporter du rendement et c'est très bien pour vous, mais vous n'allez plus pouvoir les utiliser pour faire autre chose. Il y a des protocoles qui sont venus se créer et qui ont dit on va faire du liquid restaking. Donc, vous allez déposer votre ETH chez nous, on va s'occuper de le déposer sur EigenLayer et nous, on vous donne un token miroir. En l'occurrence, pour le protocole Renzo Finance dont on va parler dans cette vidéo, c'est le EZETH. Et ce token miroir, vous pouvez l'utiliser aussi dans des protocoles de DeFi. C'est vraiment la même chose. Et je vous explique tout ça pour bien comprendre que Renzo Finance, ça n'est pas du restaking, c'est du liquid restaking, tout comme Lido Finance n'est pas du staking de crypto sur Ethereum, c'est du liquid staking sur Ethereum. Bref, je me calme un petit peu dans mon explication parce que là, je pense que j'ai perdu la majorité de ceux qui m'écoutaient. Donc déjà, si vous êtes encore là, bravo à vous. Mais revenons sur Renzo et son EZETH. Évidemment, il est censé être corrélé au centime près à l'ETH qui est derrière. C'est évidemment logique. Mais c'est là justement que débute notre actualité du jour, cet événement inattendu dont je vous parlais en début de vidéo.
Eh bien, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi dernier, et c'est que le EZETH, il a complètement dévissé. Il s'est décorrélé du cours de l'ETH jusqu'à tomber à moins 50% avant de se rattraper dans la matinée. Et ça a entraîné plein de problèmes en fait. Ça a entraîné des liquidations notamment sur d'autres protocoles de DeFi et des pertes colossales et massives pour les utilisateurs. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement, le plus concrètement possible. Mais d'abord, il faut savoir que les protocoles de liquid risk taking, ils sont nombreux. Le plus gros, c'est EtherFi. Il capture la majorité des ETH en circulation. Mais pour continuer à tenir la concurrence, les autres protocoles, comme Renzo par exemple, ils sont obligés de se renouveler et de proposer des nouvelles choses. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Eh bien d'abord, la première chose, c'est qu'à la différence de EtherFi, Renzo a décidé de bloquer jusqu'à nouvel ordre la possibilité de rendre ces tokens EZETH pour récupérer des tokens ETH. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vos ETH et aller les déposer dans Renzo, vous allez recevoir des EZETH. Mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Le seul moyen pour vous, c'est de les revendre sur le marché secondaire. Et l'idée avec ça, vous en doutez pour Renzo, c'est de conserver au maximum les utilisateurs sur leur protocole. Ensuite, autre nouveauté apportée par Renzo, ils ont décidé de rendre utile le token EZETH pour les utilisateurs en proposant des boucles et des stratégies de DeFi autour de ce token, via des partenaires comme Peddle par exemple. Et donc pour les utilisateurs, il était possible de générer des rendements extrêmement intéressants, à plusieurs dizaines de pourcents, pour ce token-là grâce à des boucles de DeFi. Mais le risque dans tout ça, où est-ce qu'il était ? Eh bien, le risque, il était dans le fait que tant que le EZETH était corrélé au cours de l'ETH, tout se passait correctement. Mais si celui-ci venait à se décorréler ne serait-ce que d'un tout petit peu, toutes ces stratégies qui sont quand même assez risquées, elles allaient se faire liquider. Et c'est ce qui s'est passé en fait, concrètement. D'abord, on a eu une petite décorrélation, puis les positions les plus risquées, elles se sont fait liquider. Ça a entraîné une vente massive pour la liquidation, puis cette vente massive, elle a fait chuter le cours. Et quand le cours il a chuté, il a entraîné d'autres liquidations qui étaient un petit peu moins risquées, qui ont forcé des ventes massives, qui ont fait chuter le cours, qui ont déclenché d'autres liquidations. Bref, la spirale infernale. Bref, concrètement, ce qu'on appelle les cascades de liquidation en fait. Mais alors, il reste un élément dont je ne vous ai pas encore parlé et j'imagine que vous êtes certainement posé la question, c'est pourquoi est-ce que ce token EZETH, il a décroché de l'ETH en premier lieu ? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est légèrement décorrélé du cours de l'Ether et qui a entraîné toute cette spirale infernale dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure ? Et la raison derrière tout ça, elle est à la fois très simple et en même temps un petit peu étrange, c'est que ça vient de l'annonce du lancement d'un token Renzo et l'annonce d'un airdrop pour la communauté. Et si sur le papier, ça semble être relativement positif, en réalité, c'était pas du tout le cas parce qu'en fait, Renzo, ils n'ont pas du tout fait les choses correctement et leur répartition des tokens, elle était tellement catastrophique qu'ils se sont mis à dos toute leur communauté. Et pour comprendre ça, je vais vous expliquer vraiment pourquoi est-ce qu'il y a autant d'utilisateurs sur ces protocoles de liquid risk taking. Et en fait, la raison, c'est que derrière, il y a Eigenlayer. Et Eigenlayer, c'est tellement un protocole en tendance, tellement attendu avec un airdrop potentiel qui s'annonce vraiment énorme que tout le monde veut essayer de s'y exposer. Et Eigenlayer, comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien, avec un mécanisme de points. C'est-à-dire que plus vous déposez des Ethers et plus vous les gardez longtemps, plus vous gagnez des points et ces points, ils seront convertis in fine en un airdrop. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et les protocoles de liquid risk taking, qu'est-ce qu'ils vous proposent ? De gagner des points Eigenlayer en les utilisant, mais aussi des points sur leur propre protocole qui mèneraient potentiellement à un airdrop. Autrement dit, en tant qu'utilisateur, vous pouvez vous exposer à 2 airdrops en simultané. Donc c'est vraiment assez intéressant. Sauf que voilà, la seule chose qui vous relie vraiment à ce protocole, outre le fait de gagner des points Eigenlayer, c'est la valeur de leurs propres points à eux. Tant que l'équipe du projet n'a pas annoncé officiellement l'airdrop et donc combien vaudront vos points, vous ne savez pas du tout en fait. Et pour Renzo, l'équipe, elle a annoncé un airdrop qui était ridicule pour la communauté, alors que justement l'équipe du projet, elle se réserve une large majorité des tokens. Bref, en gros, vous gagnez rien avec vos points. Vos points, ils valent 0. Et donc tous les utilisateurs se sont dit, ça sert plus à rien en fait. Moi, je vais retirer mes EZETH et je vais aller voir ailleurs sur un autre protocole si je peux gagner des points qui ont plus de valeur. Problème, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début de la vidéo, Renzo ne permet pas les retraits en natif, c'est-à-dire que le protocole ne permet pas aux utilisateurs de venir rendre leurs EZETH et de récupérer leurs ETH. Autrement dit, ils n'ont plus qu'une seule option, aller les échanger sur le marché secondaire. Et voilà, normalement vous l'avez compris, la boucle, elle est bouclée. Suite à cette annonce catastrophique de l'équipe, les utilisateurs, ils ont voulu fuir le protocole, ils ont donc voulu se débarrasser de leurs tokens EZETH et leur seule option, c'était de les vendre. C'est ce qu'ils ont fait évidemment. Mais comme les retraits n'étaient pas autorisés en natif sur le protocole Renzo, il n'y avait pas la possibilité de faire de l'arbitrage sur le prix pour essayer de l'équilibrer. Et donc le token EZETH, c'est devenu simplement un token classique qui était sur un marché secondaire et qui était soumis à la loi de l'offre et de la demande. Et dans notre cas, il y avait beaucoup d'offres et il y avait très peu de demandes et le token il s'est effondré. Voilà. Et derrière, vous l'avez compris aussi, c'est cette chute du cours du EZETH qui a entraîné tout ce que je vous ai expliqué derrière avec les cascades de liquidation, cette spirale infernale qui a entraîné le cours toujours plus bas.
et qui a engendré donc toute cette situation et pourquoi est-ce qu'on était en train de se parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, maintenant que tout ça est expliqué, qu'est-ce qu'on doit conclure de cet événement, à la fois pour les protocoles de liquid risk-taking, à la fois pour cette tendance du risk-taking et des gun layers, mais aussi pour nous en tant qu'investisseurs, parce que comme je vous disais, c'est toujours important de se poser cette question. D'abord, je voudrais juste vous passer un tout petit extrait d'un podcast que j'ai tourné avec le CEO d'Etherfi, un autre protocole de liquid risk-taking, où justement je l'ai questionné sur les raisons pour lesquelles l'airdrop s'est bien passé pour eux et s'il y avait des risques de dépeg pour eux ou pour d'autres protocoles. Et il m'a expliqué que justement parce que les retraits étaient autorisés chez eux, ils n'ont pas eu de dépeg et ça c'était bien avant cet événement qui a eu lieu cette semaine, donc je vous laisse écouter. I'll keep talking about withdrawals because I think it's important. Like, we did see withdrawals after the airdrop. We saw almost 50K of ETH withdrawals. Because we have withdrawals, our token didn't depeg. It was fine. Frankly, it was mostly balanced out by new deposits. If we did not have withdrawals enabled, we would have had a massive depeg and easily could have gone into a death spiral. So I think the fact that we, did the right thing for our users and implemented withdrawals allowed us to, have a much smoother experience and I think build up trust. And therefore, people are, look at Etherfi as a trusted I think brand. This is the word, trust. Just trust. Et oui, ce qu'il faut retenir, c'est que ces protocoles qui cherchent à rameuter un maximum d'utilisateurs pour battre la concurrence au risque de ne pas se développer avec une ambition qui est vraiment centrée sur l'utilisateur, ils vont finir par le payer un jour ou l'autre. Et Renzo, ils ont payé les frais d'avoir été les premiers dans tous ces protocoles de liquid risk-taking à part Etherfi à lancer leur token et à pouvoir découvrir à quoi ça ressemblait une catastrophe. Moi, ce que je retiens, c'est que j'avais prévu de vous le dire de toute manière avant cette annonce de Renzo que je vais vous expliquer juste après, c'est que bien que cette actualité elle soit dommageable, elle a au moins eu l'avantage de mettre un électrochoc à tous les concurrents, à tous les autres protocoles de liquid risk-taking. Concrètement, s'ils ne font pas les choses correctement pour la communauté, maintenant ils savent à quoi s'attendre. Et l'annonce de Renzo qui date de ce matin même au moment où je tourne cette vidéo, c'est que justement, ils vont revoir toute leur tokenomics pour avantager un petit peu plus les utilisateurs. Et ça, c'est positif, ça aura au moins tendance à faire avancer dans le bon sens tous les autres protocoles. C'est une victoire de la communauté qui a réussi à faire flancher le protocole. Et voilà, tous les autres savent que s'ils ne s'orientent pas plus sur la communauté, ils vont les perdre et ils vont perdre gros aussi pour eux. Et donc ça, moi je le vois plutôt comme une bonne nouvelle. Bon, maintenant il est temps d'aborder la question qui fâche. Est-ce que cette actualité elle doit nous faire douter du risk-taking? Et pour moi la réponse elle est évidemment non et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce qui s'est passé sur Renzo, ça s'explique de deux raisons. Tout d'abord, cette chute, elle résulte notamment d'une mauvaise compréhension des gens vis-à-vis des produits financiers qu'ils ont utilisés. Ils sont allés déposer des tokens sur un pool de liquidité avec 50% de rendement annualisé, sans savoir ce qui se passait derrière, sans mesurer les risques associés, alors qu'il y en avait. Et quand ça s'est effondré, ils se sont dit pourquoi ça s'est effondré? Je ne comprends pas. Parce que vous n'avez pas compris les produits financiers sur lesquels vous investissez, vous avez pris trop de risques, et comme tous les utilisateurs ont pris trop de risques, ça a engendré notamment ça. Mais ce ne sont pas les seuls responsables, bien sûr. Les vrais responsables, c'est aussi Renzo. Ils ont fait une erreur dès le départ, une erreur qu'ils auraient dû anticiper, puisque des protocoles comme Etherfi l'ont anticipé, à l'image du podcast que je vous ai montré en extrait et de son CEO. En fait, ils le savaient, Renzo Finance, qu'il y avait ça en jeu. Mais ils ont préféré tenter le coup, ils ont tenté le coup et ils ont perdu. Et enfin, pour terminer, un dernier argument qui explique pourquoi je pense qu'il ne faut pas accabler le risk-taking avec cette actualité, c'est que Renzo, c'est un protocole de liquid risk-taking. Ça n'a donc rien à voir. C'est comme s'il arrivait un problème à Lido Finance, qui est du liquid staking. Est-ce que vous allez remettre en cause le système de proof of stake? Est-ce que vous allez remettre en cause la blockchain Ethereum? Non. Eh bien, c'est pareil ici. Vous n'allez pas remettre en cause le risk-taking et Eigenlayer parce qu'un protocole de liquid risk-taking fait une erreur. Évidemment, le risk-taking, maintenant, il faut quand même qu'on le dise, ça mène son lot de risques, bien sûr. Mais voilà, vouloir l'enterrer à cause de cette actualité, pour moi, ça n'est pas la bonne chose. Et c'est pour ça que je voulais vous l'expliquer dans la vidéo. Et dernière chose maintenant que je voulais aborder avec vous, que doit-on tirer comme conclusion pour nous en tant qu'investisseurs? Eh bien d'abord, certes, il est intéressant d'essayer de chasser les tendances, d'essayer de s'y exposer, tout en pouvant récupérer potentiellement des airdrops intéressants. Mais il faut quand même être très vigilant avec les stratégies qu'on adopte, avec la manière avec laquelle on gère nos crypto-monnaies. Parfois, on peut utiliser des produits qui sont ultra risqués et il faut faire attention à ça. De nombreux utilisateurs ont perdu de l'argent avec Renzo parce qu'ils n'ont pas compris les produits financiers dans lesquels ils ont placé leur argent. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas, soit vous creusez, soit vous essayez de comprendre, et donc si vous y arrivez, vous pouvez y aller, soit vous restez sur le côté et vous n'investissez pas, ça c'est ultra important. Et autre point que je me note personnellement et que je vous invite aussi à vous noter pour vous avec cette actualité, c'est essayer de se poser plus de questions sur les protocoles qu'on utilise.
personnellement, j'avais constaté que Etherfi permettait justement de faire ses retraits en natif, mais pas les autres. Mais je ne suis pas allé me poser forcément la question de pourquoi les autres ne le permettaient pas. Et la réalité, maintenant je le comprends, notamment grâce à ces discussions avec le CEO d'Etherfi, mais aussi grâce à cette actualité qui a eu lieu aujourd'hui et que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et donc maintenant, à l'avenir, je me note que ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de plus me poser la question de quand j'observe deux protocoles qui évoluent dans le même écosystème, qui ont les mêmes ambitions, pourquoi l'un propose telle fonctionnalité et pourquoi l'autre ne le propose pas. Et ça nous permettra potentiellement de ne plus faire des erreurs à l'avenir et de s'exposer aux meilleurs protocoles. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous expliquer avec cette vidéo. Sachez que on va faire potentiellement un live Twitter Space avec le CEO d'Etherfi, avec un membre de Kin et potentiellement avec quelqu'un d'Eigenlayer aussi pour discuter de tout ça. Ça aura lieu ce soir au moment où cette vidéo sort sur notre Twitter. Donc si vous la voyez avant, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux perso, Lilian Aliaga-du-bas. Voilà, vous avez le lien dans la description, mais ça me permettra de me soutenir aussi parce que je passe beaucoup de temps à faire ces recherches-là, j'en parle aussi sur Twitter. Donc si vous voulez y aller, voilà, n'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir. On se dit à très vite sur Cryptost.